Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez toujours 20 ans et 4 fois plutôt qu'une. Vous avez imposé votre patte grâce à un lapin qui est devenu votre porte-bonheur. Grâce à vous, c'est encore et toujours Noël tout le temps et pas seulement le 25 décembre donc. Bonjour Chantal Goya. Bonjour Jacques. Écoutez, c'est Noël et le cadeau de Noël de Sud Radio, c'est de vous retrouver une fois de plus au micro de Sud Radio pour évoquer votre parcours incroyable mais vrai. Merci. Alors, il y a une actualité qui est d'abord un nouvel album où vous chantez Noël. Il y a une BD, L'Intrépide Chantal Goya. Il y a le Club Grenadine qui apprend vos chansons. On en parlera tout à l'heure, mais le principe des clés d'une vie, vous le savez, c'est de revenir vers vous avec 4 dates. Et je me suis dit, 4 dates, 4 fois 20 ans. Donc, on va partir des 20 ans, 40 ans, 60 ans et 80 ans. Oh là là, bah dis donc quel parcours. Alors, le 10 juin 62, vous avez 20 ans. Et je crois que c'est un rêve après une vie de cauchemar, parce que les débuts ont été très difficile. Il y a eu Saïgon, la guerre d'Indochine, guerre en deux phases d'ailleurs, il y a eu 46 et 49, et vous avez dû quitter le pays. Ben voilà, je suis partie avec mes parents parce que le Viet Cong était là et c'était très grave pour nous, vu que beaucoup de Français étaient tués sur les plantations de caoutchouc où vivait mon père. Et je me souviens que effectivement, ma mère m'avait dit on va te cacher pour pas que on sache que tu es là, que nous soyons là, surtout parce que j'étais une petite intrépide et une petite Chantal intrépide. Et puis évidemment, j'ai ouvert la porte, j'ai vu l'armée qui était devant moi avec des tenues terribles et j'ai demandé qu'ils attachent mon lacet de chaussures. J'ai vu mon papa arriver sur une charrette attaché. Je dis mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est attaché? Ben dites-lui au revoir parce qu'on va le tuer. J'ai dit vous tuerez jamais mon papa, c'est pas possible. Ils l'ont détaché. Comme ça, nous sommes vite repartis en France sur le bateau Le Pasteur. Et arrivé à Marseille, j'ai dit c'est ça la France. Voilà. Alors sur le bateau, quand même, vous avez offert un beau cadeau aux poissons. Ce sont des robes, Chantal Goya. Oui, j'ai envoyé par le hublot toutes les robes de ma maman parce que je me suis dit pour que les poissons aient de belles robes, il faut qu'ils aient un souvenir de nous. Si bien que ma mère est arrivée avec une seule robe. Elle m'a dit merci du cadeau, ma petite Chantal. Vraiment, tu exagères. Oui, mais ça aurait pu être dans un spectacle, ce genre oui, puis surtout j'avais remarqué. Ah oui, c'est une bonne idée. On peut faire un bateau de l'époque et puis. Ben, écoutez, il y avait aussi, j'ai remarqué qu'en bas, on mangeait moins bien qu'en haut. Parce que moi, je vois tout, hein. Et de petite, j'attrapais un gros panier, puis je descendais des fruits, plein de bonnes choses pour tous ceux qui étaient en bas avec nous. Voilà. Alors, il se trouve aussi que vous arrivez en France, et c'est le paradis grâce à la rue du même nom, car je crois que votre grand-père avait un logement de fonction, rue de Paradis. C'était la Cristallerie Saint-Louis. Exactement, j'avais la chance, Baccarat était d'un côté et nous, le Saint-Louis de l'autre. Au 30 rue de Paradis, et j'ai dit à maman, mais voilà, c'est merveilleux, on est déjà au paradis. Oui. Et j'étais assez, j'étais curieuse de tout voir, et je me souviens qu'avec mon frère, on avait été un peu plus loin dans la rue, le grand boulevard qui était à côté de nous, et j'avais été au cinéma, et là j'étais affolée, parce que j'ai dit à maman, au retour, j'ai vu quelqu'un qui s'appelle Monsieur Maurice Chevalier, mais il est tout aplati sur du papier, et il chante quand même, et il court partout, mais comment ils font pour entrer dans le papier ? C'était incroyable, hein. Encore un sujet qui aurait été possible sur une comédie musicale. Alors, il faut savoir que les cristalleries de Saint-Louis, je me suis un peu renseigné, au départ, le verre est arrivé en 1586 dans les Vosges. On a fabriqué les premiers verres. Ensuite, on a découvert la composition du cristal, un certain monsieur de Beaufort, qui a réalisé le verre le plus fin et le plus transparent possible. Et c'est l'Académie royale des sciences qui a dit que ce sera la cristallerie. Et la cristallerie de Saint-Louis a été à l'époque la première en France. Ah, c'est génial. Merci de cette belle histoire parce que ça, elle appartient aussi à toute la famille, à ma famille. Exactement. Alors, vos parents, justement, il faut dire, Chantal Goya, qu'ils sont beaucoup sacrifiés pour que vous ayez une éducation normale en France. Oui, quand on est arrivé, on n'avait rien. Maman avait pris un sac de charbon, elle avait mis dans nos affaires, c'est tout. Ma chinoise qui s'occupait de moi est restée là-bas parce qu'elle ne pouvait pas la ramener. Du reste, ça me faisait un vide énorme sur le bateau. Je m'étais partie où à Sam et maman essayait de m'expliquer qu'il fallait qu'elle reste pour s'occuper d'autres enfants, mais j'avais bien compris que je ne la reverrais plus. Et puis arrivé rue de Paradis, c'est vrai que la cristallerie, ça a été un moment merveilleux et mes parents m'ont mis à l'école rue de Chabrol, le Cours Bossuet, qui était une école religieuse. Et il fallait que j'ai une petite jupe bleu marine en serge et on n'avait pas les moyens. Alors, elle m'a fait une jupe en papier crépon. Oui. Et j'étais très contente de l'avoir parce que c'était comme si j'allais à un déguisement. Une grande journée de déguisement. En fin de compte, j'étais la seule à l'avoir. Et vous faisiez quelque chose qui serait impossible aujourd'hui, Chantal Goya, c'est prendre le métro toute seule à 9 ans. Ah oui, je prenais le métro toute seule à 9 ans et ma mère, elle me disait, tu sais, fais attention, il y a des gens bizarres. Alors, je vais faire quelque chose, je vais te donner, ça me rappelle quelqu'un qui me l'a dit, je vous raconterai pourquoi. Je vais te donner 2 petites aiguilles et le premier qui s'approche de toi, pop, tu lui piques les fesses. Alors, comme j'étais pas haute, je piquais les fesses de tout le monde. Voilà. Et vous savez qui faisait ça? C'était Louis de Funès. C'est vrai?
Oui, il me disait, vous savez, ma petite Chantal, sur la scène, moi, j'y comprends rien. Au théâtre, alors quand ça va mal pour moi, hop, je pique les fesses de ma partenaire et elle est totalement déstabilisée. Et ça m'arrange. Oh, il était drôle. Hein. Ça, c'est drôle, oui. Alors, il y avait aussi la comédie française. Ça vous plaisait beaucoup moins. Oui, ma grand-mère avait, comme à l'époque, comme c'était quelqu'un qui allait beaucoup au théâtre, surtout à la comédie française, elle avait sa loge. Et là, je m'ennuyais. Je disais, mais c'est sinistre, c'est triste. Mais comment on va faire? On peut pas rester longtemps. J'aimerais tellement prendre les patins à roulettes, aller aux Tuileries à côté. Alors, elle se doutait bien, mais elle m'avait dit, tu sais, il faut que tu connaisses tout dans la vie et surtout la comédie française. Ouais. Elle avait raison. Et vous avez gardé des souvenirs de ces spectacles? Je voyais surtout le bourgeois gentilhomme, je voyais des belles choses quand même, et des belles lumières et des beaux costumes. J'étais fascinée par les beaux costumes. Mais je me souviens qu'elle m'avait emmenée au Louvre, et là je suis revenue mais désespérée et pleurant, et j'ai dit à ma grand-mère, mais moi je veux pas aller au Louvre parce que tous les messieurs ils sont tout nus, ils ont pas de culotte. Ah ben ça commençait bien. Ah oui. Ouais. Ben oui, les bronzes, il n'y avait pas de vêtements. Hein. C'était des statues. Eh oui. En revanche, il y a un groupe que vous avez aimé. Je crois que c'est à Royaumont, quand vous les avez entendus pour la première fois, les petits chanteurs à la Croix de Bois. Ça, c'est un choc aussi pour la première fois. Ben oui, parce que les petits chanteurs, ils chantaient Mes jeunes années. Et puis je me disais, mais qui a inventé tout ça? Et je croyais que Charles Trenet était le papa des petits chanteurs à la Croix de Bois. Ça commençait bien. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que l'un des fondateurs des petits chanteurs à la Croix de Bois s'appelle Jacques Berthier, qui est devenu compositeur, et sa petite fille, c'était France Gall. C'est pas vrai? Oui, oui. Ah, c'est incroyable. C'est drôle, hein. C'est pour ça que France avait une si jolie voix, qu'elle avait de la musique dans le cœur et dans la tête, parce que pour moi, c'est une grande artiste. C'était une grande artiste. Elle est toujours près de moi, France. J'aime beaucoup, beaucoup. Oui, et puis elle a marqué plusieurs générations. Même quelle jolie voix, quelle jolie voix. Et quelle jolie voix, et quelle belle chanson. Et même les premières chansons qu'elle dénigrait parfois, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. C'est ce sacré Charlemagne. Oui. On était souvent ensemble dans les photos avec Mademoiselle Ashtandre. Oui. Mais c'est ça, c'est toutes ces générations on était très amis, toutes, Sylvie, France, moi, Françoise Hardy. Moi, j'avais un petit peu bifurqué vers le cinéma, j'étais moins comme toutes les trois, mais c'était des filles et des amis, des vrais amis. Voilà. Alors, l'école, justement, pour vous, c'était pas la meilleure chose qui vous arrive? L'école, j'y allais parce que ma mère disait toujours ça, on est obligé. Cette phrase, c'est à la maison quelque chose de magique, mais de très important. Vous êtes obligés, mes enfants, de faire ça. J'ai dit, oui, maman, on est obligés, on le fera. Et puis il y avait les scouts. Je crois que vos débuts dans le spectacle, Chantal Goya, c'est un soir chez les scouts féminins. Moi je chantais, on m'avait totémisé. Vous vous rendez compte, totémisé, ça veut dire que là en pleine nuit, on vient vous réveiller, on vous fait faire des trucs invraisemblables. Et moi on m'avait déjà dénommé Sphinx satisfait. Vous voyez, j'étais déjà quelqu'un de satisfait, mais Sphinx, je renais de mes cendres. Et j'ai découvert aussi, Chantal Goya, qu'un soir, vous avez fait la plonge dans un restaurant parce que vous n'avez pas payé la note. Oui, boulevard Saint-Michel, avec Catherine Baudin, ma copine, que je connais. Qui m'avait dit, oh là là, mais comment on va faire? Je dis, je sais pas, il n'y a plus qu'à aller faire la plonge. Alors j'étais faire la plonge, je dis, écoutez, on remonte les manches, on vous fait la vaisselle, on l'a fait. Et voilà, elle était affolée, mais moi je trouvais ça normal, je la faisais toute la journée à la maison, donc ça ne me dérangeait pas. Et puis ensuite, il y a eu l'Angleterre avec... vous êtes arrivé un peu comme fille au père. Oui. Et puis vous aviez un petit copain qui s'appelait Gilles, qui vous a emmené dans une famille très prestigieuse, Chantal Goya. Oui, je suis arrivée chez son beau-père, qui était le duc de Bedford, un parent de la reine. Oui. Et sa maman, qui était Nicole Millinaire, ils étaient mariés. C'est une Française d'ailleurs, Nicole. Oui, Nicole, oui, elle avait des enfants, Catherine Millinaire, il y avait donc Gilles, il y avait Agnès, il y avait toute la famille. Ils étaient ravis de me recevoir et surtout, ils avaient un grand dîner ce soir-là où il y avait Michael Caine, Terry Stump, et comme elle m'avait dit, il y aura nos 4 fous. Je dis, mais c'est qui les 4 fous? Eh ben, on va les écouter. Génial. Et oui, les 4 fous qui débutaient encore inconnus, c'était les Beatles. Et voilà, et puis ils étaient fascinés parce que j'étais française, qu'ils adoraient Paris, qu'ils adoraient la France. Alors là, j'en revenais pas parce que moi, j'étais tellement émue et tellement plus qu'heureuse, je ne sais pas, tellement étonnée de les voir. Je les dévorais des yeux et je me disais, mais c'est incroyable d'être avec eux, je n'y crois pas. Et on ne pouvait pas faire de photos à l'époque, il n'y avait pas d'appareil photo qui faisait... On ne demandait pas de photos, c'était pas possible. Mais il se trouve que vous avez un peu bavardé avec eux, avec John, et ils étaient très sympas, très, très cool, ils n'étaient pas encore des stars mondiales. Non, John Lennon, il est né le même jour que moi. C'est vrai? Il est né le 10 juin 42. On est jumeaux. Voilà, et vous en avez parlé on ce soir-là. On est de la bonne trempe, hein, la bonne année, le bon jour, le bon vin, on va dire. C'est le bon vin, la bonne cuvée.
Mais le duc de Belfort était un personnage fascinant et sa femme aussi. Moi, je me souviens d'un jour où j'étais l'assistant de Philippe Bouvard et on doit aller chercher le duc et la duchesse pour une émission à Londres. La duchesse vient et pas le duc. Et on me dit, il faut le retrouver. Et je suis allé chez lui, en fait. Il avait profité de l'après-midi pour aller voir une amie. Ah ben voilà, c'était un coquin. Hein. C'était un coquin. Je sais. À l'époque, vous ne chantiez pas, vous ne pensiez pas du tout chanter, Chantal Goya, à 20 ans. Ah non, moi je voulais être journaliste, je voulais être un grand reporter, c'est pour ça que j'apprenais l'anglais. J'avais dit à mes parents, c'est pas grave, on va trouver une solution, il faut que je parle anglais, que j'aille en Angleterre. Et tout de suite, mon père m'a trouvé une famille avec des enfants, déjà les enfants. Hein. Et puis, quand je suis revenue, ben non, c'est la rencontre avec Jean-Jacques Debout. C'est pas du tout moi qui ai voulu chanter ni être connue, surtout pas. Et pourquoi journaliste ? Parce que c'était à la mode. J'avais vu Daniel Philippaki, qui était quand même un grand journaliste, et je me disais, mais quand même, ils ont. Tu vois, j'ai une très grande admiration pour les grands reporters, parce que quand ils vont en Ukraine, je vois des jeunes filles qui ont 30 ans, peut-être plus jeunes, et qui nous parlent avec des toutes bardées d'appareils, de gilets pare-balles et tout. Je me dis quel courage elles ont, parce que sans elles, on ne saurait rien. On n'aurait pas de nouvelles. Et vraiment, c'est fabuleux d'avoir. Et moi, voilà, je voulais à mon époque faire ça et peut-être aussi surtout m'occuper vers les enfants dans le monde entier, des enfants malheureux. Écoutez, vous avez fait beaucoup d'autres choses et on va en parler avec une autre date, le 10 juin 1982. A tout de suite sur Sud Radio avec Chantal Goya. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Chantal Goya, c'est fête de Noël, vous êtes là encore et toujours. Merci. Donc on évoque votre vie, alors on a parlé des 20 ans et on parle des 2 fois 20 ans, 10 juin 1982, vous triomphez alors grâce à cette chanson. Ce matin, à la fin, a tué un chasseur, c'était un lapin. Alors, vous n'imaginiez absolument pas que cette chanson allait devenir un classique à l'époque. Non, mais je trouvais que l'idée était drôle, surtout qu'elle venait de mes enfants. On habitait à la campagne et c'était un peu plus tôt que 82. Et je me souviens qu'un dimanche, les chasseurs sont arrivés. Où est la maîtresse de maison? C'est moi. Tous nos pneus sont dégonflés. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer les pneus. Je dis, mais ça va pas. Il y a déjà la toiture à faire, plus les pneus. Là, non. Venez plutôt à la maison boire un verre et puis on va s'expliquer. Et là, les enfants sont arrivés en meute en disant, oui, c'est le lapin avec des mousquetons, vous tirez dessus, on veut pas. Et mon père va faire une chanson. Et il y avait ce jour-là Roger Dumas qui était là avec Jean-Jacques au piano, qui préparait un numéro 1 de Maritti, et Gilbert Carpentier pour Carlos. Et il a eu l'idée de faire ça directement devant les chasseurs. Et les enfants ont fait le geste. Et là, Jean-Jacques m'a dit, t'es capable de la chanter, cette chanson, et de faire le même geste? Je dis, oui, pourquoi pas? C'est tellement naturel. Et aujourd'hui encore, tous les enfants, dès que vous commencez à chanter, font les gestes du lapin. Grâce aux parents, que je remercierai jamais assez. Attention, Sud Radio, vous êtes une belle radio, mais j'ai radio papa-maman aussi. Hein. Et on a beaucoup de papa et maman qui nous écoutent. Je sais. C'est toute la génération des petits d'hier. Exactement. Alors, la chanson, ça a commencé grâce à Daniel Philippaki, dont on parlait, Chantal Goya, parce qu'il voulait une brune et une blonde dans ses productions. Oui, il produisait Sylvie, mais il avait repéré que j'étais très photogénique et peu importe si j'étais brune ou blonde, mais il avait repéré la photogénie. Comme c'est un grand photographe, je me suis dit, bon, je vais essayer de chanter pour être journaliste, parce que moi, je voulais être journaliste, avoir une rubrique à moi dans son magazine, dans son journal, et je vais chanter, puis après, on verra. Eh ben non, non seulement j'ai dû chanter, mais c'est que ça a marché en plus. Alors là, j'étais affolée. Il se trouve que son journal, c'était Mademoiselle H Tendre. Il y avait Salut les copains et sa petite sœur. Voilà. Vous êtes souvent en couverture de Mademoiselle H Tendre. Une couverture, vous êtes dans une voiture en souriant. Et il faut savoir que Mademoiselle H Tendre, au départ, ça a été repris d'un journal qui s'appelait Line, qui était la version féminine de Tintin en Belgique. Ah oui. Et ça s'appelait Line en hommage à Line Renaud, qui était la marraine. Génial. Et c'est devenu Mademoiselle H Tendre. J'embrasse très fort Line Renaud, parce que vraiment, elle a marqué tellement... Non, mais pour moi, c'est une femme extraordinaire. Et vos chansons ont marqué aussi plusieurs époques. Celle-là, c'est la première. C'est bien Bernard le plus vénard de la porte sous la fenêtre. Il nous klaxonne pour nous prendre les pentes. Alors ça, c'est le premier disque qui est chouchou à Saluer les copains déjà. Oui. Et je crois que l'enregistrement, Jean-Jacques vous a rien laissé passer. C'était très dur. Ben oui, parce que je comprenais rien à la mesure. Mickey Baker qui était là, qui a fait tout l'arrangement avec sa guitare, parce que c'est un grand, très connu en Amérique pour les méthodes de guitare. Et Barbara Baker, qui était ma directrice artistique, qui s'arrachait les cheveux. J'arrivais pas à commencer, je savais pas où on commençait, je comprenais rien. Alors je voyais Ronnie Bird qui me faisait chanter, je voyais tous les anciens artistes qui passaient chez RCA. On commence, mais je commence où? Je comprends rien. Vous y êtes arrivé. Jean-Jacques Debout, il faut savoir quand même que lors de votre première rencontre, il a dit nous passerons notre vie ensemble. Et 60 ans après, vous vivez toujours ensemble. Ben voilà, il m'avait dit on se mariera, on aura 2 enfants, vous serez célèbre à 30 ans et vous chanterez à l'Opéra de Paris. Il est complètement fou celui-là. C'était un mariage. Je dis ramenez-moi déjà à l'heure avant minuit.
puis on verra. Puis j'avais pas donné un bon téléphone, mais n'empêche que il a retrouvé mon frère un jour à la patinoire Molitor, là-bas où tout le monde allait. Et puis il a donné mon bon numéro, puis on s'est jamais quitté. Il a écrit pour moi à la Rose d'Or, nos doigts se sont croisés. C'était tout le déclic. C'était le déclic. Et il faut savoir que vous êtes complémentaires parce que, bon, il est poète, un petit peu désordonné, pas notion de l'argent, et vous êtes derrière toujours pour rattraper. Ça fait 60 ans que vous rattrapez Jean-Jacques Debout derrière. Oui, mais je suis maintenant devenue très minutieuse dans tout ça parce que j'apprends en même temps. J'apprends parce qu'au départ, j'étais comme lui. Hein. Puis j'apprends au fur et à mesure. Et finalement, Jean-Jacques m'a toujours laissé une grande liberté pour faire les choses importantes. Et c'est pour ça qu'on est très complémentaires et qu'on s'entend. Alors, je dis souvent... Bah oui, c'est très spécial. On n'a pas les mêmes goûts. Même quand il déjeune quelque chose, je mange pas la même chose que lui. Vous voyez, non mais c'est spécial. Hein. Et moi, je m'accommode très bien. Voilà, une bonne Gémeaux, c'est quelqu'un qui s'adapte à tout. Ça, c'est très important de s'adapter, parce qu'il y a des gens qui s'adaptent pas du tout. Et là, ça carrément voilà, ça va pas du tout. Alors, un jour, vous avez dû vous adapter d'urgence, revenez à la maison, l'histoire est extraordinaire, et vous le voyez penché sur des plans d'un bateau, vous vouliez vous donner un chèque pour l'essence. Parlons-en, j'étais justement au téléphone avec quelqu'un qui est au salon nautique en ce moment, et je me suis dit, je lui ai raconté l'histoire, non seulement il y avait les plans d'un bateau énorme dans le salon, pliés en 4, mais il y avait Tabarly, il y avait Petit Pas, il y avait Kersozon. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites tout qui êtes-vous? Nous sommes des grands navigateurs. Jean-Jacques a acheté le plus beau bateau et on va partir avec lui faire le tour du monde. J'ai dit, mais avec quel argent? C'était mon chèque pour l'essence. J'ai dit, mais ça va pas. Et je suis partie à Hambourg reprendre mon chèque et j'ai retrouvé, et le bateau n'a jamais existé, sauf qu'il a été commandé par Karajan, quand même, et qu'il a acheté à l'époque. Il avait trafiqué le chèque, Jean-Jacques? Non, trafiqué, il y avait juste ma signature en bas. Oui, d'accord. Il a mis ce qu'il fallait, il a rempli le chèque, quoi, comme on dit. Alors, il y a aussi... Mais enfin, c'est Jean-Jacques, ça. C'est le côté Jean-Jacques qui me fait rire, quand même. Alors, où il n'apparaît du tout lorsque vous avez annoncé au cours d'un déjeuner que vous vouliez faire un gala pour le Variety Club, qui était une œuvre humanitaire, une association qui vient en aide aux enfants handicapés. Oui, toujours, oui. Et qui existe toujours, qui a été créée par Jacqueline Cartier. Je sais, Jacqueline, voilà. Une journaliste de France Soir très célèbre, et Roger importante, mon Roger, voilà, je sais. Et donc, le 28 décembre 1978, vous faites un spectacle à l'Olympia contre la vie de Jean-Jacques Debout. Ah bon? Il voulait pas, il dit ça va pas marcher, ça marchera pas du tout. Ah oui, il avait peur que ça fasse pas assez d'argent aussi pour le Variety Club. Oui. Eh ben non, je l'ai fait parce qu'il m'avait dit mais comment tu vas faire l'Olympia? Tu te rends compte, c'est l'endroit d'Edith Piaf, de Jacques Brel. Je dis mais je vais pas les déranger, moi je me mettrai à côté, sur le côté, puis ils seront toujours au milieu, t'inquiète pas, leur âme sera toujours là. Et l'idée, c'était de faire un spectacle pour les enfants ce jour-là, ce qui ne s'était jamais fait à l'Olympia. Eh ben oui, voilà. Moi, je suis arrivée avec une robe blanche que j'ai trouvée au puce. J'ai attaché qu'une ceinture pour pas qu'elle tombe par terre. J'ai mis des rubans à mes chaussures pour pas que je les perde. Et je courais dans tous les sens. Et quand je suis arrivée, je me dis, qu'est-ce que tu vas leur dire? Je vais leur dire, bonjour, comment ça va? Comme d'habitude. Il m'a dit, mais on parle pas comme ça sur la scène, on chante. Je dis, mais moi, je vais leur parler, je vais raconter ma vie. Puis ils vont me raconter leur vie. Le petit m'a dit qu'il avait un beau pantalon, la petite fille une robe qui tourne. La maman, on vous aime. Enfin, c'était une réunion de famille plus qu'un tour de chant. Et c'est vrai que Bruno Cocatrice a dit à Jean-Jacques, parce qu'il avait une petite guérite, il regardait, elle vient d'inventer le musical pour enfants, Chantal, il faut absolument que tu fasses quelque chose pour elle. Oui, car c'était pour un jour, un après-midi à 14h30, avec une salle comble. C'était un concours de circonstances, c'est qu'on avait dîné avec Roger et Monique Lemarcy pour Jean-Jacques, de reste j'embrasse très fort Monique, et à la fin du dîner, j'avais dit, mais et moi si je chantais? Et Monique a eu l'idée de dire, on va demander à André Torrent de faire un enfin ce truc stop ou encore. Oui. Et quand ils ont annoncé l'Olympia de Chantal Goya, avec Chantal Goya, qu'est-ce que vous en pensez? Ça a été tout de suite oui, ça a été rempli en 2 heures. C'est fou, hein? C'est fou. Et vous lancez les bras en avant instinctivement en rentrant en scène, qui est devenu votre geste habituel. Je suis toujours comme ça. Oui, parce que moi j'attrape les gens dans mes bras, c'est sûr. Et puis il y a eu ce spectacle. L'idée, je crois, est venue lorsque vous avez fait un spectacle à Oudan pour des enfants chez vous, et vous avez dit, tiens, il s'est passé quelque chose sur Goya. Il y a eu 2 choses. Il y a eu quand j'ai fait un spectacle pour faire plaisir aux enfants, c'est dans la petite école du village, où je n'avais pas grand-chose comme chanson. Le premier gala que j'ai fait, c'était à La Réunion, à l'île de la Réunion avec Jean-Jacques, et comme on m'avait demandé 4 chansons, j'avais chanté 4 fois Adieu les jolis foulards. Comme ça, je faisais 4 chansons. Oui. Mais par contre, la première fois où j'ai convoqué mon agent Gilles Paquet et Jean-Jacques, c'était au Palais des Congrès, ça vous le saviez pas, un Noël qui était à Noël, il y avait un très beau ballet russe qui était avec une forêt. Et j'avais demandé si on pouvait me laisser la petite maison pour un gala spécial de publicité. Et ils m'ont dit, bon, écoutez, comme c'est vous, les producteurs veulent bien vous laisser la forêt, la petite maison. Et je suis arrivée là-dedans et Jean-Jacques a dit, ça y est, j'ai tout compris.
Et c'est parti. On fera une forêt, une maison. Voilà, et c'est la forêt magique, justement. Voilà. L'extrait de la forêt magique, qui a été le premier spectacle. Oui. Mais avec un problème, vous arriviez toujours en retard aux répétitions parce que vous cherchiez des casseroles, des décors. Ah oui, mais alors moi, c'est ça, les répétitions, j'y arrive pas. Je répète dans ma tête partout, dans le métro, dans la vie, tous les jours, je répète dans ma tête. On croit que je suis absente, pas du tout. Je suis plongée dans mes pensées. Et comme il y avait un dîner, j'avais pas assez de casseroles, donc j'étais allée chercher. Et Arthur Plachard dit, mais où est-ce qu'elle est passée? Je dis, mais j'arrive. Je n'avais pas de téléphone à l'époque. J'avais déposé mon lot de casseroles et hop, je me suis mis avec la troupe en 2 secondes. Et ce spectacle, La forêt magique, c'était à la fois un mélange de Mary Poppins et des souvenirs de Jean-Jacques. Oui, parce qu'il voulait une Marie-Rose quand il était petit. Il avait dit, si un jour je trouve une petite jeune fille, je sais pas, il avait une idée d'avoir dans ses rêves d'une petite jeune fille qui s'appellerait Marie-Rose, et c'est tombé sur moi. Et c'est pour ça que vous appelez Marie-Rose. Voilà, c'est parce que emmène-nous Marie-Rose, dis-moi Marie-Rose, c'est dans l'histoire, voilà, dans sa tête, dans son imaginaire. Et ça a été complet pendant les fêtes. Oui, on devait faire 2 jours. Après, on a fait 1 mois. Oui. Même Kelly Mitchell, qui était le soir, se demandait ce qui se passait. Il y avait la queue jusqu'à l'opéra. Et moi, je comprenais rien. Je faisais signer des papiers ou des photos ou des disques. Je comprenais rien du tout. Eh ben, le public, lui, a compris. Et il a continué à comprendre. On va l'évoquer à travers une autre date, le 10 juin 2002. À tout de suite sur Sud Radio avec Chantal Goya. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Chantal Goya. Nous parlerons tout à l'heure de votre nouveau spectacle en tournée, de Chantal Goya chante Noël, un album, du Club de Grenadine et de la BD L'Intrépide Chantal Goya. Mais pour l'instant, on revient à une date importante, le 10 juin 2002. Vous avez 3 fois 20 ans et vous revenez avec cette chanson. Bécassine is my cousine, qui est la véritable version, qui est un truc absolument fabuleux. C'était Bécassine is my cousin. Exactement. À l'époque. Exactement. Oui. Et c'est une histoire invraisemblable. Un jour, je crois, Dominique Besnéard vous téléphone et vous propose de tourner dans un film de Gabriel Aguillon. Voilà, on était en 2001, 2002. Il y avait cette tempête effrayante en France. J'étais au Bataclan, en plus. Et puis, tout d'un coup, il me dit, Gabriel Aguillon fait absolument fabuleux Voilà, un remake absolument fabuleux, la série anglaise. Est-ce que tu veux jouer dedans? Il y aura Josiane Balasco, il y aura Nathalie Baye, et toi, tu ferais ton propre rôle. Je dis, ça m'amuse. Et par contre, il me dit, il y a le frère de Goldman qui reprendrait ta chanson, Bécassine, et qui la remixerait pour le film. Et c'était Bécassine is my cousin, un petit peu, voilà, touchant. Et Jean-Jacques lui avait dit, je te prête ma femme et ma chanson, mais ne fais pas n'importe quoi quand même. Et puis, du coup, il riait. Il y croyait pas, Jean-Jacques, au début. Il me dit, qu'est-ce que c'est que cette version? Je dis, tu vas voir. Ça a été la folie après pour toutes les boîtes de nuit. L'hystérie. Vous avez trouvé un nouveau public grâce à cette chanson. Oui, c'est vrai. Les portes se sont ouvertes différemment. Je me souviens qu'un jour, il y a une grande manifestation de tout le métier au Moulin Rouge. Et toutes les filles, j'avais habillé les filles moi-même, j'avais été chercher leurs costumes, j'avais mis des petits hauts en paillettes rouges. Moi, j'ai resté évidemment avec ma robe blanche et Bécassine comme elle est habillée, mais toutes mes danseuses, il y en avait 20, étaient toutes habillées hyper sexy en chantant Bécassine. Et je me souviens qu'ils disaient, mais où est-ce qu'elle est? Mais elle est où? Puis quand j'arrivais en robe blanche avec ma Bécassine, alors c'était l'hystérie. Mais oui, et vous avez découvert un nouveau public qui était d'ailleurs le public de vos débuts, mais c'est surtout un public gay. Le public gay qui m'a repris alors là, ils m'ont tendu la main, ils m'ont dit, alors maintenant tu es avec nous et on ne faut pas qu'on te touche un cheveu de la tête, et puis il va falloir que... oui, après j'étais invitée dans toutes les boîtes, il y en avait partout. Alors moi, je raconte une anecdote drôle qui me fait tellement rire, c'est qu'à chaque fois que je chantais Booba, le petit ourson, hop, il se roulait les patins. Je dis, mais c'est pas possible. Vous n'allez pas vous embrasser comme ça. Moi, je me cachais, je tournais la tête sur le mur. Je disais, oh là là, qu'est-ce qu'ils font là devant moi? Et puis, alors ça me faisait à chaque fois rire. Et il y avait un truc qui se passait. Et puis surtout, j'avais très peur que je sois enfermée et qu'il y ait le feu. Je me souviens, le feu. Parce qu'à l'époque, ils fumaient tous. Tous avaient la cigarette. Alors imaginez 1000 personnes dans une salle de boîte de nuit, de disco. Et moi, avec ma robe blanche en voile, je me disais, il y a une cigarette qui se met là-dedans et je pars en flambée, là. C'était terrible. Et en même temps, moi, je me souviens d'un soir où je suis venu faire un reportage. Il y avait Jean-Jacques qui était là, tout à fait sidéré, parce que vers 2h du matin, vous êtes monté sur scène. Il y avait des gens déchaînés et le lapin au milieu de tout ça et Bécassine. Le Queen, oui, carrément. Oui. Aux Champs-Élysées.
raconter. Oui. Et l'anecdote le plus incroyable, c'est que j'ai reçu un coup de fil juste avant sur mon portable de ma fille, Clarisse. Maman, je vais accoucher dans 1 heure. Viens vite. J'ai dit, mais chérie, je peux pas, j'ai chanté le lapin dans une boîte de nuit. Ah, non, c'est le comble. C'est la grand-mère qui est à la boîte de nuit et la fille. Non, mais c'est tout le monde à l'envers chez nous. Voilà. Et il se trouve que c'était étonnant, c'était que les discothèques étaient pleines. Un jour, je crois, sur les grands boulevards, vous voyez une foule immense attendre devant une porte. La première fois que j'ai chanté pour tout le monde, pour tout ce public qui était merveilleux, c'est au Scorp. Et il y avait une foule jusqu'à je sais pas où. Et je dis, mais ils attendent qui, Madonna? Je dis, non, c'est pour toi. Je dis, quoi, moi? C'est pas possible. C'était l'hystérie. Ça a été le démarrage de toute une nouvelle vie, on va dire. Oui, parce qu'en plus, vous chantiez à 2h du matin, alors que vous avez l'habitude de vous coucher vers 22h. Voilà. Alors là, c'était quand même le bouquet. Alors je partais je raconte une anecdote qui m'a toujours fait rire. Je partais en boîte de nuit vers Guéret, là-bas, où il n'y a rien. Ça passe la campagne. C'était Guéret dans la ville, si, il se passe des choses, mais dans la campagne. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a que des vaches. Ah, mais ça y est, j'ai compris. Ils ont dû vendre des vaches et l'étable est devenue une boîte de nuit. Et quand je suis arrivée, alors, Madame Goya, comment ça va? Je dis, bah bien. Et vous vous rendez compte, on a vendu les vaches. Je dis, ah ben voilà, j'en étais sûre. Et puis on a la boîte de nuit ce soir, on attend 2000 personnes. Ils vont tous chanter le lapin et la bécassine. Je dis, oh là là, mais c'est pas vrai. Et à quelle heure? 3h du matin. Bon, 3h du matin quand même. Mais je dis, votre femme là-bas, ça scintille de parcours. Ah ben je lui ai mis un serre-tête qui scintille, puis la ceinture qui scintille, parce que si par là, il y a un petit gars qui lui saute dessus, je le verrai de loin, moi. Hein. Oh, c'est pas vrai. Le garçon, le bonhomme qui était génial, et ben il a attendu 3h du matin. Moi, je dormais, j'étais à moitié réveillée. Et puis je me disais, mais c'est pas vrai. Bon, mais j'y suis allée parce que je m'adapte. Voilà, je m'adapte. Voilà. Je suis caméléon. Et à chaque fois, à cette époque, on vous demande un nouveau spectacle. Et de ces spectacles qui ont marqué une génération, l'un de vos préférés, c'est celui-ci. Oh, Jeanne Lapin. Le merveilleux voyage de Marie-Rose, ça a été... ça, c'est le plus beau spectacle que m'a écrit Jean-Jacques en 84. Oui. Le mystérieux voyage de Marie-Rose, où dans une forêt, un petit garçon est perdu et on le retrouve plus. Et ça vient d'une vraie histoire où, quand il était petit à Juilly, pendant l'hiver, il y a eu un lac gelé. Un petit garçon, malheureusement, est tombé dedans et n'est jamais revenu. Alors, sauf que moi, je me bats contre les éléments de la vie, contre le feu, l'eau et l'air, et sous la terre, et un dragon bleu qui était là de 9 mètres de haut, et sous la terre des rats, et puis Venise qui arrivait au-dessus de la mer. Et je retrouve le petit Mathieu grâce au ciel, au paradis. Grâce à des décors qu'on ne voit de plus Simonini, qu'on ne verra plus jamais, des décors d'opéra, qui était fait dans des ateliers incroyables, avec ce Pierre Simonini qui jusqu'à 6h du matin était avec Jean-Jacques et coloriait les décors en ombre, en couleur, pour que mon Roger Ragois que j'aimais tant me fasse les plus belles lumières comme l'opéra. Et puis Philippe Binaud dessinait toutes mes robes, et mes robes étaient faites par toutes les femmes de l'opéra qui cousaient. Et mon modèle, c'était Noël à Pontois, qui essayait mes robes, qui était quand même une étoile. J'ai eu la chance de tous les connaître, de connaître Nourieff, de connaître les gens les plus importants dans ma vie qui venaient voir au palais, des congrès, tout ça, qui étaient vraiment très, très étonnés et très heureux de voir ce très beau spectacle. Et spectacle en filigrane, il y avait une arrière-pensée, c'était la vie et la mort. Oui, il y a toujours quelque chose. Dans la planète merveilleuse, c'est une petite... Il y a l'étoile de la vie, c'est-à-dire que je partais, j'ai sauvé une petite luciole qui allait mourir, et c'est moi qui suis attaquée par les méchants, par l'araignée, qui veut me faire mourir, mais la petite fille me redonne vie grâce à son étoile de vie. Et ça, c'est toujours la moralité de Jean-Jacques. C'est des histoires avec une belle fin et en même temps une moralité. Et des personnages qui viennent à chaque fois dans l'histoire. Et il y en a un pour lequel vous avez une véritable tendresse, Chantal Goya. Mes enfants, écoutez l'histoire fantastique de notre ami Babar, notre petit éléphant. Alors, si Babar est encore connu aujourd'hui, Chantal Goya, c'est un peu grâce à vous, car il était au creux de la vague, le personnage, et vous l'avez relancé en appelant Laurent de Brunoff, le fils du créateur Jean de Brunoff. Exactement, et c'est venu chez moi à Paris, et puis j'ai convoqué Marie-France Larouille, qui faisait les costumes avec Simonini et avec Jean-Jacques, qui débutait pratiquement, et on a mesuré le pantalon de Babar, on a acheté les tissus, on faisait tout avec l'autorisation et la participation de l'auteur, évidemment. Donc Babar a existé, il est même parti avec moi en tournée, et quand j'étais en Afrique, et les petits m'ont dit, moi je comprends pas, le Babar il est habillé, puis nous il est tout nu. Je dis, mais vous inquiétez pas. Oh non, c'est trop mignon tout ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Il faut savoir que Jean de Brunoff avait dessiné Babar, mais c'est sa femme Cécile de Brunoff qui a imaginé l'histoire, en racontant des histoires d'éléphants
à Laurent de Brunoff, donc, que vous connaissiez. Son fils. Voilà. Et la jeunesse de Babar, c'est la tante de Jean de Brunoff au Kenya, qui avait sauvé un éléphanteau blessé par des chasseurs d'ivoire et qui est devenu la coqueluche des enfants. Oh là là, c'est beau cette histoire. Et d'ailleurs, je crois que Jean-Jacques a ensuite créé une sœur. Oui, Isabelle. Ben, elle avait une sœur, Isabelle. Oui, mais c'est... Isabelle, belle, c'est la fille de Babar qui court après son train et rentre tard. Toutes les Isabelles, j'aurais chanté la chanson. C'est fou le nombre de personnages que vous avez créés. Et puis surtout, j'ai la mémoire de toutes les chansons comme ça, de toutes les paroles. Comment on fait pour conserver tout ça en mémoire? Même pas besoin de répéter le spectacle. Je connais, dès que la musique commence, je me rappelle des gestes et je me rappelle surtout des paroles. J'ai une mémoire et mon ingénieur du son, il n'en revient pas. Il m'a dit aujourd'hui, moi je fais quand même des grands artistes, ils ont tous des prompteurs et toi tu n'en as jamais eu. Je dis, mais je peux pas lire un prompteur. Moi, tout est dans ma tête, c'est tellement inné en moi que vous commencez et hop, ça y est, ça démarre. Moi, je me souviens d'avoir vu un de vos spectacles. Vous ne l'aviez pas joué depuis 2 ans. Vous avez fait à peine une répétition et c'est parti. Oui, parce que vous voyez, je n'ai pas besoin de répéter. Je joue mon spectacle avant dans ma tête et puis tout d'un coup, il y avait quelqu'un qui était un peu comme ça, c'est Johnny. Il me disait non, la répétition, je l'ai dans ma tête aussi. Bon, il y avait des accords parce que lui, il a tous les musiciens à réguler sur la scène. Mais en général, quand je viens le matin très tôt, je regarde comment sont mis les décors, comment sont installés et la lumière surtout. La lumière est très très importante pour moi. Exactement. Et puis la chorégraphie avec vos équipes. Oui, c'est la même choré qu'avait fait Arthur Plachard. Je sais qu'Arthur n'est plus là, mais je pense souvent à lui et je le dis, mais voilà, ça fait partie de ma vie, toute ma vie. Et c'est fou le nombre d'enfants qui ont débuté avec vous dans vos spectacles. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu Rebecca Hampton qui a fait le soulier qui vole. Oui. Et maintenant, elle était dans Plus belle la vie. Il y a eu Benoît Pascot qui faisait Petit Paul. Et maintenant, il est assistant de Chavannes. Il y en a eu plein, plein. Ça a amené quelque chose aux enfants. Et j'en suis très heureuse parce que il y a des enfants... Maintenant, aujourd'hui, il y a des enfants qui ont vraiment beaucoup de talent. Et j'espère qu'ils vont arriver. Je continuerai à les prendre parce qu'ils sont trop mignons. Voilà. Et dans ce spectacle aussi, vous les prendrez si vous le reprenez. Et ça, j'en doute pas, c'est l'histoire étrange. L'étrange histoire du château hanté. L'étrange histoire du château hanté, c'est une histoire qui nous fait rêver. C'est un esprit qui veut revenir sur les lieux mêmes de ses souvenirs. L'étrange histoire du château hanté. Là aussi, c'est un spectacle... Plus adulte, on va dire. Peut-être plus adulte, mais très très beau. C'était dans les forêts de l'Oural. Jean-Jacques avait inventé un château hanté où les parents étaient prisonniers là-haut et nous allions délivrer, grâce aux fantômes, grâce à Ennio le petit fantôme, on allait délivrer tous les parents. Mais c'est encore l'imaginaire de Jean-Jacques. On l'avait créé en 89 au Palais des Congrès, toujours. Et j'avais repris. Mais en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que les enfants d'aujourd'hui connaissent Ennio le petit fantôme, et le chant, c'est pour adultes, mais il y a 4 générations qui vous suivent. Oui, mais la musique, l'histoire, les costumes, moi dedans, enfin moi avec le personnage, peut-être que ça les a touchés par leurs parents, parce que c'est les parents qui apprennent tout. Et les grands-parents, parfois. Les grands-parents, évidemment, les grands-parents, mais bien sûr. Et ça vous étonne quand même que tant d'années après, les petits-enfants soient là? Ça m'étonne beaucoup, mais j'ai compris quelque chose de très important, c'est que on passe d'un monde ancien à un monde nouveau, comme ils n'arrêtent pas de le dire. Et moi, j'ai toujours dit que je suis comme la moutarde de Dijon à l'ancienne, donc je passerai jamais dans le nouveau monde, parce que je suis quelqu'un qui adore les traditions, qui adore tout ce que j'ai connu petite et que j'ai emmené avec moi dans ma vie. Et quand on me voit, ils me disent, vous nous rassurez, parce que on retrouve en plus de ça tous nos souvenirs, on retrouve quelque chose qui a des valeurs importantes dans la vie. Et vous en faites, c'est vous qui drainez tout ça aujourd'hui pour nous. Et on le montre à nos enfants. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'une immense majorité de celles et ceux qui nous écoutent ont envie que ce monde continue? Évidemment qu'ils voudraient tellement que ça continue. Mais évidemment. Parce que moi, je me souviens que j'ai pris un taxi et que le chauffeur de taxi m'a dit « Je suis triste parce que M. Pernaut est décédé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir ?» Je dis « Il faut que ça continue dans des belles traditions. Il faut le demander. » Voilà. Il faut pas se dire on va projeter comme ça à toute vitesse dans un autre monde, c'est pas possible. Non, et heureusement vous êtes là et on continue à en parler dans quelques instants avec une autre date, le 10 juin 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Chantal Goya. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Chantal Goya. Donc, 4e date, 10 juin 2022, 20 ans et 4 fois plutôt qu'une, comme on dit. Parce que, bon, franchement, imaginez que vous avez 4 fois 20 ans, c'est impossible. Moi, je trouve que ma tête ne va pas avec l'âge, que ma voix ne va pas avec l'âge, que ma façon de vivre ne va pas avec l'âge.
Donc il y a un décalage qui a commencé déjà à 6 ans, quand on m'a dit qu'est-ce qu'elle est intelligente pour ses 12 ans. D'accord. Et maman a dit non, c'est pas ça. Non, c'était j'avais 12 ans et on dit qu'est-ce qu'elle est intelligente. En fin de compte, non, je croyais que j'étais bébé, que j'avais 6 ans. Mais non, j'avais 12 ans. Et comment vous expliquez cette éternelle jeunesse? Parce que vous êtes la seule. Mais j'en sais rien. D'abord, physiquement, j'ai rien fait. Moi, ça c'est clair. On garde ses traits qui ne bougent pas. Bon, en tout cas, qui font partie de la vie. Deuxièmement, la voix, c'est vrai que je suis comme ma maman. J'ai gardé ma voix de toujours, puisque même quand je fais des disques, on garde la même tonalité. Et ça étonne énormément les nouveaux qui m'enregistrent. Ils n'en reviennent pas. J'ai jamais fumé, j'ai jamais bu. Mais tout le monde va me dire, même nous aussi, on n'a jamais fumé, on n'a jamais bu. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que je suis née au Vietnam et comme ma mère m'a donné que de l'eau de riz au lieu du lait, je cherche la solution, je ne sais pas. J'ai toujours mon âme d'enfant et ma joie de vivre qui est à l'intérieur de moi, même si la vie est difficile, je le sais. Mais je me bats parce que je me suis toujours battue, en fin de compte. Vous n'avez pas arrêté de vous battre pour vos spectacles en particulier? Pour la vie de tous les jours. Pour tout ce qui peut m'arriver, je suis toujours là à chercher des solutions et à vouloir avancer. Alors, les 4 fois 20 ans, vous avez fêté d'abord dans l'intimité familiale. Rien du tout. Je voulais pas de gâteau d'anniversaire parce que Jean-Jacques m'a dit que les bougies coûtent plus cher que le gâteau. Pour ce que les bougies valent maintenant. J'ai compris, terminé. En revanche, vous l'avez fêté devant le public. Le Soulier qui vole au Palais des Congrès, les dernières, c'était une émeute. Oui, c'était rock'n'roll, c'était de la folie. En fin de compte, j'étais tellement heureuse de retrouver tout ce public. Comme me disent mes amis, qu'est-ce que les nanas sont jolies dans ton public, les mamans, les grands-mères, tout le monde est magnifique, les enfants. Et il y a cette rencontre qui reste dans mon cœur parce que je pense à eux, parce que j'entends mes vidéos d'avant, je les entends tous crier et c'est les mêmes, et ce sont les parents aujourd'hui. C'est ce que m'avait dit Barbara. Elle m'avait dit, tu les retrouveras tous dans 20 ans, ils seront parents, ils auront des boulots, ils t'amèneront leurs enfants. Je dis, mais non, mais je serai plus là, moi, qu'est-ce que tu racontes? Dans 40 ans, tu seras là. Elle avait raison. Oui, et moi, j'ai vu au Palais des Congrès les anciens enfants, donc devenus parents, qui poussent leurs enfants sur scène à vos côtés pour remettre un bouquet de fleurs. Et oui, c'est les enfants qui sont étonnés, qui sont heureuses. L'autre jour, il y avait une petite fille, elle était tellement près de moi qu'elle m'attrapait mes jambes. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, mais je veux voir si t'es vrai. Je dis, mais oui, je suis vraie. J'avais envie de rire, parce qu'elle me chatouille en même temps. Je dis, ça c'est complet. Elle touchait, tu sais, comme ça. Et puis les parents sont tellement heureux, parce que moi, je les oublierai jamais. Je les oublierai jamais. C'est tous mes débuts qui sont devant moi. Et les débuts continuent avec ce Soulier qui vole, dont on écoute un extrait. Cette chanson, tout le monde la connaît, et surtout, vous avez joué ce spectacle l'année dernière, après le Covid, mais dans des salles immenses, Chantal-Goya, et pleines. On a fait toutes les salles, on a fait plus de 18 zéniths. Enfin, on l'a repris, mais avant, on en a fait une 50aine. C'est fou, hein? On a fait des très grandes salles, et c'est vrai que tout le monde se souvient du Soulier qui vole, qui était mon premier spectacle. À chaque fois, on me dit, ah là là, on avait 6 ans, on avait 8 ans. C'est le même soulier, c'est les mêmes costumes. Ce sont les mêmes costumes, ce sont les mêmes personnages. J'ai jamais changé parce que tout est rangé dans des armoires avec quelqu'un qui est merveilleux, qui s'occupe de moi. Med, que je remercierai jamais autant, mais tout est aussi un petit bouton qui va pas, hop, c'est recousu. J'ai même mon fil et mon aiguille sur moi pour recoudre le bouton. Je vais pas aller embêter la costumière, je le fais moi-même. Mais voilà, tout est préparé pour que le public soit heureux et retrouve tous les souvenirs d'enfants qu'ils avaient avec moi. Exactement. Et il y a des personnages dans ce spectacle comme Pipotin. Pipotin, c'est mon petit copain. Je lui ai donné la main. Ça aussi, c'est un personnage fétiche. Ça, c'est un personnage qui a eu lieu là, il y a longtemps. Il faudrait que je la rechante sur scène. Je l'ai pas rechanté. Mais je pense que je vais refaire un nouvel album de tous mes tubes, parce que c'est ce qui marche le mieux, de tous mes succès qu'on n'a pas réentendus, comme Pipotin, Le Pélican, ou alors cette belle chanson Monsieur Pétrole. C'est complètement d'actualité. C'était fait il y a combien d'années? 40 ans. Exactement. Et je vais reprendre toutes ces belles chansons pour qu'on ait un volume 2, parce qu'Happy Birthday Marie-Rose, ça marche très bien. Et puis on va refaire un nouvel album un peu plus tard. Mais là, on a sorti une nouveauté. Mais on va en parler tout à l'heure. Mais surtout, moi, je vais raconter une anecdote. C'est-à-dire qu'il y a la cigogne Francette. Oui, grâce à Francette Mercier, qui était la femme de Rangeur. La femme de Jean-Daniel Mercier, évidemment. Francette. Et il y a quelques mois, elle a de gros ennuis avec l'administration.
elle rencontre une dame très très dure, et puis dans la conversation, il commence à parler de Chantal Goya. Et elle dit, mais la cigogne française, c'est moi. Ah bon? Et mes enfants, c'est Pipotin. Et ben ça s'est arrangé tout de suite avec l'administration. Donnez-moi le nom de la personne que j'aille la voir. Et puis il y a une autre chanson justement qui évoque une époque où vous n'étiez pas encore grand-mère et vous étiez déjà très jeune. Voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous passer, grand-père? Ça aussi, c'est une vieille chanson traditionnelle qui est devenue, on pense que c'est Chantal Goya qui l'a créée. Ben c'est vrai, alors que pas du tout. C'est une idée de Jean-Jacques. Quand je suis à Paris, quand il pleut, j'ai la voix enrouée. Donc tout de suite, mon arrangeur Jean-Daniel Mercier, affolé, dit elle peut pas chanter à Paris. Elle a un problème. Je dis j'ai pas une voix de chanteuse. Donc on est parti dans le sud. On a enregistré tout de suite nos albums à Miraval. Donc, actuellement, le château d'Angelina Jolie et Brad Pitt. Oui. Et à Miraval, on a fait venir tous les petits chanteurs d'Aix, qui étaient la chorale, et chantaient toutes ces chansons. Et Jean-Jacques m'a dit, il en manque une. Moi, j'avais enregistré déjà Étoile des neiges. Je trouvais jolie, parce que je la chantais petite fille en canon avec mes parents, et mes frères et sœurs, surtout. Et il m'a dit, non, je voudrais que tu chantes Voulez-vous danser, grand-mère. Tu vas vraiment... Toutes les mamies, toutes les familles connaissent cette chanson. Et il avait raison. Et elle traverse les générations, puisqu'il y a un CD qui est sorti, le Club de Grenadine, à l'occasion de vos 4x20 ans. Ce sont des enfants qui reprennent vos chansons. Ce sont les petits de mes spectacles qui m'ont fait cette surprise à travers la maison de disques. Et c'est très mignon. Il y a 12 chansons qui sont les chansons de votre répertoire, qui n'ont pas changé, qu'ils interprètent. En plus, je me suis dit, les enfants attirent les enfants, donc ça leur fera plaisir. Comme ça, ils apprendront, eux, mes chansons aux enfants. Et ce que je précise quand même, Chantal Goya, c'est que bon, le Celui qui vole, c'est terminé. Vous êtes déjà reparti en tournée dans des zéniths. La route enchantée, voilà, parce que je me suis dit, je peux pas laisser mon public sans rien faire. Je vais faire tous les théâtres maintenant. Alors, ils étaient ravis de m'accueillir. Il n'y a qu'à Paris, il faut que je trouve un théâtre pour revenir. Mais la route enchantée, c'est tous mes succès avec cette belle forêt que Jean-Jacques m'a créée. Et puis le château du Chaboté, tous les beaux costumes. Il y a vraiment beaucoup de chansons que tout le monde retrouve, surtout Pinocchio, qu'ils adorent, qu'ils n'avaient pas vu depuis longtemps. Oui, et puis il y a aussi cette chanson. Et le doudou. Allez, amis, quelle drôle de nouvelle. Non, ça c'est autre chose. C'est fou, je n'en crois pas mes oreilles. Les pieds nickelés. Les pieds nickelés, ça j'adore. Ouais, parce que vous lisiez la BD, enfant. Mais bien sûr que je lisais une BD. Beaucoup de choses sortent de la BD. Moi, regardez Tintin, ça sort des BD. Oui. Comme Tintin, Hergé nous avait appelé, Snoopy, Schulz nous avait demandé, Babar, Laurent de Brunoff. Et puis, les pieds nickelés, c'était génial. Mais on en a eu plein. On a eu aussi Popeye, on a eu aussi beaucoup de chansons qui venaient des BD. Et vous savez que l'expression les pieds nickelés, c'est Tristan Bernard qui l'a inventé pour une pièce. C'est quoi? Il a trouvé en fait, les pieds nickelés, c'est ceux qui ne sont pas portés sur le travail et qui ont des pieds en nickel, donc trop précieux pour servir à marcher. Oh, bah disons, il y en a partout des pieds nickelés. Hein. Attention. Oui, il y en a pas mal. Ah là là. Et si je parle de BD, c'est que vous avez en même temps sorti, voici quelques semaines, aux éditions du Cygne, votre première BD avec Fabien Lecoeuvre et Pascal Vitte, L'intrépide Chantal Goya. Alors Pascal Vitte, c'est le dessinateur qui a dessiné très bien mon histoire. C'est votre histoire. C'est mon histoire. Je voulais la faire en BD parce que je voulais que Chantal, la petite Chantal, que les enfants ou les parents sachent d'où je viens. Donc du Vietnam à Saigon, de Saigon, en passant par toutes les histoires qui me sont arrivées en Indochine, et puis ensuite l'arrivée à Paris. Petite fille, je faisais toutes les rues en patin à roulettes. On voit tout ça. On voit aussi que je voulais aller à l'école par les toits de Paris. On voit toutes les bêtises que je faisais, mais que je m'excusais auprès de mes parents. Et puis jusqu'à la rencontre avec Jean-Jacques Debout. Voilà. Donc c'est le premier tome d'une série de BD. Premier tome, on va faire le deuxième tome, exactement la suite. Alors, un dessinateur de BD, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est difficile. Il passe 10 heures par jour devant sa planche. Pendant des semaines, c'est épuisant. J'ai donné toutes les photos de ma petite enfance, mais ce sont des photos où je souris, où je suis sérieuse, mais triste, mais il doit retrouver toutes les expressions par rapport à l'histoire. Donc voilà, je suis très fière de cette BD, c'est la première. Les éditions du Cygne, ils ont fait De Gaulle quand même en BD, ils ont fait Winston Churchill, ils ont fait Marie Curie, ça c'est important, et Simone Veil dans les troisièmes, vous vous rendez compte? C'est fou. Hein. Dans les femmes, c'est fou. C'est presque normal d'ailleurs. Oh non, parce qu'ils sont importants. Vous n'êtes pas encore au Panthéon, mais... Oh bah, j'ai rien du tout ça, j'ai l'amour du public, moi. Exactement. Alors, l'amour du public aussi, puisqu'on est à Noël, il y a un CD Chantal Goya chante Noël, avec une chanson qui s'appelle Le Doudou. Petit enfant avait perdu au coin d'une rue ce qu'il avait de plus important. Son petit doudou qui serrait fort près de son cou et qu'il aimait par-dessus tout. Les yeux pleins de larmes, le cœur battant, il répétait bien tristement à sa maman qu'il avait perdu son petit doudou dans le grand escalier roulant. Ça, c'est une nouvelle chanson. Toi, mon doudou. Oui, c'est une nouvelle chanson parce que
un petit garçon m'a demandé « Mais pourquoi tu fais pas de disque de Noël ?» Alors je lui ai dit « Je vais en faire un, j'ai une idée. » Donc on a fait tout ça. Et puis après, je me suis dit « Mais les enfants, des fois, ils perdent leur doudou. » Et dans la chanson, j'ai voulu que les mamies retrouvent le doudou de leur petit pour Noël. Et c'est ce qui s'est passé. Un petit enfant a perdu son doudou et c'est mamie qui l'a retrouvé à Noël. Donc c'est un hommage à toutes les mamies de France. Voilà. Et dans cet album, il y a aussi des chansons très connues comme Vive le vent. Il y a Vive le vent que tous les enfants connaissent. Écrit par Francis Blanche en français. Ah ben voilà. Il y a aussi Mon beau sapin. Il y a Douce nuit. Et puis il y a La poupée qui était ma belle chanson de Noël. Il y a Non, 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 non. C'est une nouvelle chanson écrite par Jean-Jacques et surtout une très belle chanson. La Tour Eiffel est comme un arbre de Noël. Parce que quand on regarde la Tour Eiffel, on n'a plus qu'à lui mettre des branches et des jolies boules de Noël et on a le plus beau sapin du monde qui est à Paris. Mais finalement, quand vous voyez votre parcours, est-ce que vous l'imaginiez, Chantal Goya, au début ? Moi, j'ai un parcours qui est fait dans beaucoup d'imaginaire. Alors, je sais que tout ce qui était imaginaire, c'est très, très important pour moi parce que comme on n'avait rien, on imaginait beaucoup de choses. On inventait des poupées, on inventait... Vous voyez, tout ce que j'avais dans ma tête, ça s'est créé pour de vrai, en fin de compte. Et c'est là, moi, mon plus grand bonheur, c'est que je l'ai créé pour les enfants, mais moi, je l'avais pas en vrai. En fin de compte, tout ce dont je rêvais, grâce à Jean-Jacques Debout, c'est devenu vrai sur scène. Mais en même temps, vous avez beaucoup travaillé et vous n'arrêterez jamais. Mais j'adore travailler, j'adore bosser. Alors, il y a deux Chantal. Il y a celle qui est sur scène et qui n'arrête pas. Par exemple, je vais partir à Toulouse dans quelques jours. Je pars en Guadeloupe chanter pour Noël. Je vais revenir. Je vais aller au Touquet, à Lille. Je vais aller à Amiens. Je vais aller partout en France. Le reste est marqué partout de ma tournée. Et puis j'emmène mes danseurs et mes danseuses qui sont tellement heureux parce qu'ils étaient petits aussi, ceux-là. Et ils n'en reviennent pas d'être à côté de moi. Et moi, je suis toujours là, pleine d'énergie, pleine d'imagination. On va faire ci. Donc là, je vous annonce que je suis en train de préparer quelque chose de très important. C'est un grand spectacle en dessin animé pour le cinéma. Carrément, parce que je me suis dit, il faut qu'on laisse quelque chose. Quand je serai partie, qu'est-ce qui va se passer ? Alors bon, on laissera des choses importantes. Et peut-être qu'il y aura un nouveau spectacle. Enfin, je ne suis pas partie demain. Hein. Non, venir après-demain. Moi, je pense que je vais être la femme la plus vieille du monde. Ça va être encore un truc bizarre qui va m'arriver. C'était Charles Trenet qui disait à 100 ans, je serai le fou sans dents. Voilà, exactement. Mais il y a aussi un nouveau spectacle dans 2-3 ans, je suis sûr. Oui, il y en aura un, bien sûr. On regarde les salles. Et bon, là, je sais que le Palais des Congrès va être très pris par un gros spectacle pendant 1 an. Et puis nous, il faut qu'on se cale quelque part. Hein. Voyons, tant qu'à faire, il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter. Je vais continuer, je ne vais pas m'arrêter, non, bien sûr. En attendant, donc, il y a cette tournée avec La Route Enchantée. Il y a cet album... Grâce à Charles Trenet. Hein. Grâce à Charles Trenet, oui, car c'était une chanson de lui. Mais évidemment, je le dis toujours. Il y a Chantal Goya chante Noël avec notamment ce doudou et beaucoup d'autres choses. Il y a ce club Grenadine qui reprend vos chansons. Et il y a la BD, l'Intrépide Chantal Goya. C'est la première fois qu'il y a une BD de ma vie entière, en petite fille jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez pas envie de nous surprendre, j'en suis certain. On va continuer. Et je vous souhaite un très joyeux Noël. Merci vous aussi, à toutes les familles, à tous ceux qui nous écoutent. Et je voulais leur dire combien je vous aime et combien je suis tellement heureuse avec vous tous. Et bien alors à très bientôt, en 2023. En 2023. Merci Chantal Goya, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio. Merci.